19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans Cash sur table, votre rendez-vous pour décrypter les grands enjeux de société qui nous concernent toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental trop souvent relégué un petit peu à la marge, mais qui touche directement ou indirectement des milliers de familles à Bruxelles, notamment la situation des personnes en situation de handicap. État des lieux à Bruxelles, quelles sont les aides disponibles? Pourquoi parle-t-on encore de parcours du combattant pour accéder à une place en structure spécialisée? Et surtout, comment construire une société plus inclusive qui respecte les droits et la dignité de chacun, quels que soient ses besoins? Et pour nous en parler ce soir, nous avons la chance d'accueillir trois invités de premier plan aux expertises complémentaires. Nicolas Marie, directeur de l'administration phare, c'est la direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées en région bruxelloise. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Cynthia Agoni, membre actif du GAMP, le groupe d'action qui dénonce le manque de place. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Et avec nous, Sophie Lejoly, directrice au service public fédéral sécurité sociale en charge du soutien au management et à la politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors, on va démarrer directement dans le vif du sujet. Si vous voulez bien avec vous, Nicolas Marie, faire un petit peu un état des lieux, notamment à Bruxelles. Quels sont aujourd'hui, disons, les principaux chiffres, des chiffres clés relatifs aux personnes en situation de handicap dans notre capitale? Alors, il y a beaucoup de données et je voudrais déjà commencer par rappeler que finalement le service phare n'est qu'une administration à Bruxelles parmi d'autres qui gère, on va dire, le secteur du handicap. Rappeler aussi que le service phare est une administration de la COCOF. Donc voilà, déjà ça donne un petit indice sur notre public cible. La COCOF est donc l'administration destinée aux Bruxellois francophones. Et au sein de cette COCOF, existe en effet le service phare, donc la direction d'administration, comme vous l'avez dit, dédiée aux personnes en situation de handicap. Tout ça, ça représente beaucoup de personnes, beaucoup d'ASBL, parce que notre mission au niveau du service phare, c'est d'agréer et subsidier les ASBL à destination des personnes en situation de handicap. Ça, c'est la mission principale. Ça représente au niveau de l'administration à peu près 90 agents et un budget de 190 millions d'euros annuels, ce qui représente le plus gros budget de la COCOF, plus d'un tiers. Alors, je me tourne vers vous, Cynthia Agoni. Selon votre expérience de terrain, quels sont, je dirais, les besoins les plus criants non couverts aujourd'hui à Bruxelles? Je dirais que les besoins criants, il y en a beaucoup. Maintenant, pour notre public, qui est plutôt un public de personnes en situation de handicap de grande dépendance, les besoins les plus importants sont en matière d'accueil, de solutions d'accueil de jour et résidentiel, éventuellement. Il manque énormément de places d'accueil. Il y a, je sais, bon, M. Marie va en parler certainement, il y a quand même une liste de la grande dépendance qui contient environ 900 personnes, dont adultes et enfants. Et c'est pour ça que nous avons fait condamner l'État belge en 2013 par le Comité européen des droits sociaux pour manque de solutions d'accueil, pour carence de solutions d'accueil. Alors, une chose que je voudrais quand même ajouter par rapport à cette condamnation, c'est que pour la COCOF, les justifications apportées par la COCOF à l'époque, on n'a pas d'argent, ne sont pas recevables. Si on n'a pas d'argent, il faut le trouver et s'arranger avec les autres niveaux. Alors, on y reviendra voilà, sans aucun doute. C'était important de le dire comme ça d'emblée. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Sophie Lejoly. À votre niveau, comment le fédéral évalue la situation en ce moment actuelle des personnes handicapées à Bruxelles par rapport, disons, aux autres régions? Comment ça se passe? Alors nous, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on est complémentaires aux services qui sont proposés par phare et Iriscare, les administrations qui sont en charge des personnes en situation de handicap en région bruxelloise. Et on reçoit en fait et on traite des demandes de handicap de bruxelloises et de bruxellois qui sont âgés de 18 à 65 ans. Nous, notre rôle, c'est de reconnaître le handicap et puis de proposer certains services, des allocations principalement, et certains produits comme la carte de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ou la carte EDC qui permet d'avoir accès à certains services culturels. Et pour vous donner une idée, nous,
2025, donc il y a le mois passé, il y avait 40 419 personnes qui étaient reconnues en situation de handicap en région bruxelloise et un peu plus de 26 000 cartes de stationnement en circulation en région bruxelloise. Ce qu'on remarque aussi dans les données qu'on peut récolter dans les dossiers qu'on traite, c'est que, par exemple, il y a plus de personnes isolées que de personnes en ménage. Dans les personnes qui sont reconnues en situation de handicap en région bruxelloise par nous, on constate une plus grande part de personnes isolées, aussi par rapport aux autres régions. Donc c'est un élément, par exemple, en termes de précarité, qui est important à prendre en compte et à garder à l'esprit. Alors, d'une manière plus générale, je me tourne vers tout le monde, peut-être avec vous, Nicolas Marie. Pourquoi, malgré les dispositifs qui existent, les familles témoignent encore et toujours d'un parcours du combattant pour obtenir des aides ? Mais il y a plusieurs raisons. Après, la première qui me vient à l'esprit, c'est le morcellement de la compétence du handicap en Belgique. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, le service phare, nous ne sommes qu'une administration parmi d'autres. On peut compter 3 administrations compétentes dans le secteur du handicap, 4 avec le fédéral sur Bruxelles, mais voilà, il y a la VIC, il y a nos collègues flamands. Tout ça, déjà, je trouve que ça floute un petit peu le parcours des parents, le parcours des personnes en situation de handicap. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Les aides, les offres ne sont pas toujours les mêmes, ne sont pas toujours du même niveau. Les reconnaissances, Madame Le Joly parlait de reconnaissance au niveau du SPF. Il faut bien le dire qu'une personne qui est reconnue en situation de handicap au niveau du SPF, ça va lui ouvrir des droits. Mais ces droits ne seront pas garantis forcément au niveau du service phare parce que ce ne sont pas les mêmes aides. Donc on ne peut pas comparer en fait. Mais pour une famille, pour une personne en situation de handicap, c'est extrêmement complexe à comprendre et c'est aussi et surtout extrêmement difficile à vivre parce qu'ils ont l'impression d'être ballottés à droite, à gauche. Nous, en tout cas, au niveau du service phare, même si notre mission principale, comme je disais tout à l'heure, c'est d'agréer, de subsidier des ASBL, on a pour vocation à s'adresser aux collectifs. On octroie également des aides individuelles et notre volonté forte, en tout cas la mienne, depuis 1 an que je suis à la tête du service phare, c'est vraiment d'accentuer cette communication vis-à-vis des ASBL, vis-à-vis du citoyen, de manière à faciliter, j'ai envie de dire, le parcours et à répondre aux questions. Mais après, je vous cache pas que je parle pas pour les autres, mais en tout cas au niveau du service phare, il y a tout un travail de clarification, de réorganisation interne, de manière à faciliter, à mettre en place des procédures plus claires, à la fois pour nous, mais aussi et surtout pour le secteur et pour les citoyens. Cynthia Agoni, malgré tout ça, c'est toujours un parcours du combattant. Alors, écoutez, c'est un parcours du combattant depuis le début. Déjà, faire reconnaître le handicap d'un enfant. Maintenant, ce n'est plus le SPF, Affaires sociales fédérales, qui est en charge, mais ce sont des entités régionales ou communautaires. Donc communautaires en Flandre, régionales à Bruxelles et en Wallonie. Donc déjà, on doit ensuite, quand l'enfant est adulte, s'adresser à une autre entité. Donc ça pose problème. Mais le problème, c'est surtout avec les handicaps lourds, disons les handicaps lourds. Voilà. Et l'autisme en particulier qui a explosé ces dernières années, en tout cas les diagnostics ont explosé, et bien dans ce contexte, ce qui manque, c'est un accompagnement familial et surtout des bonnes pratiques éducatives qui permettent à l'enfant de progresser sans cumuler des surhandicaps. Et ça, c'est quelque chose qui manque vraiment au début, dès l'annonce des diagnostics. Par la suite, c'est l'école. Il n'y a pas assez de classes spécialisées parce qu'on a un système spécialisé pour les enfants en situation de handicap. Il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de places. Après, c'est l'accompagnement vers l'adolescence, vers l'école secondaire ou les centres. Et après, c'est l'âge adulte. Et donc, à chaque étape de la vie, il y a de grosses difficultés. En fait, un parent ne peut pas dire, voilà, maintenant, il y a une reconnaissance, tout va bien, les services sont là. En fait, un parent doit toujours se battre pour trouver les services. Alors, on peut parler d'une fracture régionale ou institutionnelle dans la gestion du handicap à Bruxelles. C'est un constat qui est vérifié. Alors ça, moi je pense que c'est moins une question pour à laquelle je peux répondre, mais sur la question précédente, je peux certainement rejoindre les constats qui ont été faits. C'est quelque chose, c'est une préoccupation et un questionnement énorme chez nous aussi, de comprendre pourquoi ou ce qui dans les procédures freinent en fait les personnes pour demander une reconnaissance, pour demander une allocation.
c'est une question tellement importante que l'année dernière, on a mené une enquête, une étude sur le non-recours au droit, comme on l'appelle, avec notamment une vaste enquête auprès des usagers et des personnes qui n'ont pas recours parce que c'est trop difficile. Et effectivement, l'éclatement des compétences, le fait de devoir passer d'une institution à l'autre revient très souvent. C'est très peu lisible pour les personnes. Mais il y a aussi la question de la précarité que j'exposais tout à l'heure. Quand on est dans une situation compliquée au niveau financier, au niveau de la mobilité aussi, c'est difficile d'avoir le temps, l'énergie et les ressources pour chercher les informations, trouver les bonnes informations. Et puis, nous, dans les retours qui nous ont été faits aussi, c'est que parfois, dans l'évaluation, le processus d'évaluation du handicap, donc l'expérience avec les évaluateurs, c'est parfois pas ressenti de manière positive, une peur d'être jugé ou d'être mal compris, et donc comme on s'adresse nous plutôt à des personnes individuelles, il y a vraiment ce côté expérience personnelle qui joue et qui peut mener à un abandon des procédures parce que c'est trop compliqué. Plus parfois une difficulté à être étiqueté aussi, reconnu comme personne en situation de handicap. Donc il y a toute une série de facteurs qui jouent. Et donc nous, on travaille vraiment là-dessus. Et sur la fracture, je pense, après je laisserai la parole à Monsieur Marie, à Madame Angoni, mais nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment d'aller vers les autres institutions responsables et compétentes pour les reconnaissances du handicap, pour travailler de mieux en mieux ensemble et réduire justement ces fractures potentielles. Mais sur le terrain... Alors je vous pose justement la question, Nicolas Marie, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, vous l'avez sous-entendu tout à l'heure. Oui, je l'ai déjà sous-entendu, je crois que c'est assez clair, il ne faut pas se voiler la face. Les administrations, jusqu'à présent, parlent assez peu entre elles. Je pense que les personnes en situation de handicap ont besoin d'une uniformisation d'un certain nombre de procédures qui les concernent, de manière à leur faciliter la vie. Tout le monde, comme le disait Madame Le Joly, n'a pas le même niveau de ressources pour accéder aux aides, aux informations. Madame Agoni tout à l'heure faisait état d'un manque de moyens en termes de suivi pour les enfants, etc. Enfin, je peux témoigner du fait que en termes de services, les ASBL sont débordés. On va sans doute aborder les listes d'attente qui sont assez monstrueuses à Bruxelles, mais en Belgique de manière générale. Pour justement accéder à ces aides, la plupart du temps, les personnes en situation de handicap font appel à des services d'accompagnement qui sont agréés subsidiés. La plupart de ces ASBL ont des listes d'attente de plus d'une centaine de personnes. Il y a même des services d'accompagnement qui, aux dernières infos que j'ai eues, ont arrêté d'inscrire des personnes sur des listes d'attente parce qu'ils ne s'en sortent plus. Voilà, nous, administration, tout le budget qu'on a est pleinement utilisé. Ça, c'est clair et net. Alors après, l'augmentation du budget, des choses comme ça, c'est pas à moi de commenter au niveau de l'administration, clairement. Mais les faits sont là. Il y a des listes d'attente, il y a des manques de place, il y a des personnes, en tout cas, qui sont en difficulté immense. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Ils ne savent pas quoi faire. Une fois qu'ils ont le diagnostic, ils ne savent pas quoi faire. C'est tout. Mais je voudrais quand même ajouter qu'il y a quand même en Belgique une île, une petite île de 75 000 personnes, qui est la communauté germanophone, et de laquelle on pourrait s'inspirer. Je pense qu'on pourrait aussi s'inspirer de la Flandre, qui fonctionne quand même un peu mieux, même si elle a de grosses listes d'attente, mais dont on pourrait s'inspirer pour la prise en charge, l'accompagnement depuis le diagnostic jusqu'à l'âge adulte, et je dirais même jusqu'à la mort. En communauté germanophone, il y a une seule entité qui gère le tout, et qui donc a une vision globale, mais aussi détaillée, individuelle de chaque situation, et qui, dès lors, s'implique dans l'ouverture de projets, dans le fait d'accorder des subsides à des projets en fonction du relevé des besoins. En fait, ce qui manque du côté francophone, que l'on a par contre en Flandre, c'est le relevé des besoins. C'est une cartographie des besoins des personnes. Et donc, ce qui fait qu'en Flandre, on a évidemment des listes d'attente énormes, parce que tout le monde sait que ça existe, tout le monde passe par la VAPH, qui est l'équivalent de phare, et donc, il y a une énorme liste d'attente pour avoir un budget personnalisé. Mais ce qui est aussi important, c'est de diversifier l'offre. Si vous accordez, comme fait la Flandre, un budget individuel à chaque personne,
qui peut avec cela soit acheter des services dans un service résidentiel, soit les acheter à domicile, et bien là, peut-être qu'il va y avoir des projets qui vont peut-être plus facilement et plus naturellement s'ouvrir parce qu'il y a la possibilité de les payer. Mais il faut un investissement. Oui, je voudrais juste, pour rebondir sur ce que dit Mme Agoni, je rejoins tout à fait son analyse. Je tiens quand même à souligner, parce que là on parle beaucoup du négatif, en termes de positif sur les besoins, je pense qu'on peut souligner l'étude qui avait été commanditée par le cabinet Vervoort il y a 2-3 ans maintenant, qu'on a appelé le cadastre justement des besoins des personnes en situation de handicap à Bruxelles, sur lequel le service phare est occupé à travailler. Ouais, c'est une étude qui fait 1000 pages, qui est très complète. Bien évidemment, le service phare agit dans le cadre qui lui est donné. En tout cas, en termes de besoins et de monitoring, on avance, on travaille en bonne collaboration avec le cabinet compétent, donc le cabinet de Rudy Vervoort. Mais encore une fois, en ce qui me concerne, en ce qui concerne le service phare, en ce qui concerne la COCOF, ça représente pas... Alors, sans doute que ça représente peut-être, je ne sais pas, je voudrais pas... Ça représente, j'imagine, la majorité, en tout cas, des personnes et des ASBL qui s'occupent des personnes en situation de handicap à Bruxelles. Mais voilà, on a tous nos collègues d'Iriscare. C'est le cadastre de l'offre, pas des besoins. C'est le cadastre de l'offre, on l'a, mais des besoins, non, parce qu'il n'y a eu que 150 personnes qui ont répondu, surtout Bruxelles. Donc, c'est un peu difficile de faire un cadastre des besoins quand il y a si peu de personnes qui répondent. Alors, juste avant de... Voilà. Une réponse. Je voulais préciser quand même. Oui, non, mais c'est juste que, bon, après, on ne peut pas forcer les gens à répondre. Mais l'intention était là. L'étude a été envoyée à un maximum de personnes. Après, les gens n'aient pas répondu, malheureusement. Ben voilà. Non, mais on est... C'est une étude qualitative, ce qui n'est pas nécessairement le cadastre que l'on fait en Flandre. Voilà. Et qui est quantitatif. La précision est faite. Juste avant de marquer une petite pause, peut-être un mot au phare et au SPF. Comment vous coopérez entre services pour améliorer le travail, pour éviter ce qu'on appelle parfois les doublons? Je vais laisser la parole à ma collègue. Comme je le disais au début, on a des rôles complémentaires déjà. Donc on ne répond pas, on ne propose pas les mêmes services, on ne répond pas aux mêmes besoins, mais ce sont des services complémentaires. Après, on en parlait avant de commencer l'émission, on est tous les deux d'accord que la coopération, la collaboration et le dialogue peut être renforcé. Le constat, en tout cas par exemple sur l'échange de données pour faciliter en fait le parcours de vie des personnes en situation de handicap, c'est un enjeu crucial, mais c'est pas uniquement avec phare, c'est avec toutes les institutions pour permettre, comme on le disait, de combler ce gap institutionnel en fait. Les personnes en situation de handicap, en fait, elles s'en fichent si elles s'adressent à la VIC, à phare ou à la Direction générale des personnes handicapées. Ce qu'elles veulent, c'est avoir des réponses à leurs questions, avoir des réponses à leurs demandes d'aide. Et nous, en tant qu'institution, on doit à un moment donné aussi mieux coopérer, s'échanger plus d'informations. Voilà, c'est un projet à long terme, je pense, d'établir cette... Vous savez, ça fait 20 ans qu'on a mis ça en exergue depuis le combat du GAMP, depuis le début du combat du GAMP. Cette question de la collaboration entre les entités fédérées a été mise en exergue. Il y a eu en 2006 une conférence interministérielle qui a été mise en place pour le handicap, qui n'a pas fonctionné pendant des années. Semblerait-il qu'elle a repris sous la précédente législature. Mais je pose la question de l'efficacité de cette conférence. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans cette conférence? Vous y participez, je suppose. J'allais répondre. Ça peut être intéressant. Donc je rejoins Mme Le Joly sur le constat qu'en effet, je crois qu'en termes de collaboration SPF, phare, en tout cas, il y a une belle marge de progression. Me concernant, dès mon arrivée à la tête du service phare l'année dernière, j'ai tout de suite établi des contacts avec Iriscare et avec la VIC, parce que là, on est plus sur le même core business, j'ai envie de dire. Après, des contacts se font avec le SPF. Je pense à la carte d'essai, je pense justement à ces différentes manières de reconnaître le handicap. Et pour répondre à votre question, Mme Agoni, au niveau de la conférence interministérielle, en effet, au niveau du service phare, une personne est dédiée quasiment qu'à ça, parce que cette conférence interministérielle a essaimé différents groupes de travail. Il y a le groupe de travail sur les statistiques, il y a le groupe de travail sur le suivi de l'application de la Convention ONU, il y a le groupe de travail sur la population carcérale, dans laquelle on retrouve parfois des personnes en situation de handicap. J'en oublie encore un. L'emploi.
pense. Ah, je participe pas à celui-là. Ah bah voilà. Mais il y a un groupe de travail sur la carte d'essai. Ok. Voilà. Bref, en tout cas, voilà, on essaye un petit peu de s'activer, parce que comme je le disais, l'uniformisation, pour moi, hyper importante pour les personnes en situation de handicap. Alors, on va marquer une courte pause. On revient juste après pour parler notamment de l'accès aux services et à l'inclusion. À tout de suite. Jusqu'à 20h. 19h-20h, casse sur table sur Arabelle. On retrouve nos invités ce soir, Nicolas Marie, Sophie Le Joly et Cynthia Agoni. On en parlait pendant la pause, notamment Cynthia. Les politiques sont un petit peu absents dans tout ce débat. Ils sont absents, effectivement, parce que nous sommes devant des administrations qui travaillent dans le cadre qui leur est donné, avec des budgets qui leur sont donnés. Donc, ils n'ont pas une grande marge de manœuvre. On est tout à fait conscient. Je voulais quand même dire une chose par rapport à la reconnaissance des handicaps. Nous avons eu, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, nous avons eu dans les 5 dernières années, beaucoup de plaintes de personnes qui considèrent que leur handicap n'est pas suffisamment bien reconnu, avec des recours. Et là, le gros problème, c'est qu'on manque d'avocats qui connaissent le handicap, qui puissent accompagner les familles. On manque évidemment de ressources pour les familles et qui puissent à un moment donné payer un avocat pour aller en recours. Donc, je voudrais quand même signaler qu'il y a pas mal de personnes insatisfaites par rapport à la reconnaissance handicap au nombre de points. Moi-même, j'ai dû aider certaines personnes à aller en justice. Bon. Ça, pour ce qui concerne... Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré dans votre administration, mais je ne connais pas vos budgets et je ne sais pas s'il y a des lignes directrices politiques pour vous dire essayez de faire avec le moins possible. Je parle clairement, parce que là, moi, je n'ai pas la langue de bois. Je pense qu'il y a une question, il y a un enjeu de communication aussi. Depuis plusieurs années, on a mis en place l'évaluation multidisciplinaire. Je pense que c'est un aspect très important de dire qu'on est passé d'une vision purement médicale du handicap à une vision plus multidimensionnelle, de pouvoir évaluer de différentes manières l'impact du handicap sur la vie quotidienne. C'est en lien et en ligne avec la vision aussi de l'ONU sur le handicap. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu d'explication de comment le handicap est évalué. Par rapport aux personnes qui sont évaluées, qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, qui ont un aperçu, qui ont une vision de ce qu'elles vivent au quotidien et qui ne correspond pas forcément toujours à 100% avec ce que les évaluateurs évaluent, perçoivent. Il faut une formation auprès des évaluateurs aussi. Par exemple, ils ne sont pas très formés à l'autisme. Vous parlez de l'autisme en particulier. On travaille sur la sensibilisation, des formations. De toute façon, nos évaluateurs sont formés à l'évaluation du handicap, aux différents types de handicap aussi, aux différentes pathologies qui peuvent se présenter. Et donc, il y a certainement des formations continues à faire, mais je vous assure que nos évaluateurs, médecins, psychologues, ergothérapeutes, kinés, assistantes sociales, sont tous et toutes formés à l'évaluation du handicap. J'espère. C'est parce que Sophie Le Joly, on parle aussi beaucoup d'accessibilité universelle qui reste un enjeu quand même majeur. Quels sont les leviers concrets que le SPF met en œuvre, justement? Oui, l'accessibilité, quand on parle d'être accessible, ça se joue à plusieurs niveaux, évidemment. Déjà, rien que l'accessibilité des bâtiments. Est-ce que c'est facile de venir chez nous pour une évaluation du handicap, par exemple, dans un de nos 10 centres régionaux? Là, on travaille, nous, avec la régie des bâtiments, le propriétaire des locaux qu'on occupe. Il y a aussi l'accessibilité des services. Donc, je crois qu'on a déjà tous été confrontés à un call center qu'on appelle, ou une administration qu'on essaye d'appeler pour poser une question, et on arrive à joindre personne, et c'est extrêmement frustrant. On essaye parfois pendant des jours. C'est quelque chose qui était un point faible de la DGAN aussi pendant très longtemps, et sur lequel on a énormément investi. Ça s'est amélioré. Je suis contente de l'entendre dire. Ça s'est amélioré. Les chiffres le montrent, mais je suis contente de voir que l'expérience, le ressenti le prouve aussi. Donc on a vraiment
engager des personnes plus de personnes pour répondre au téléphone, pour répondre aussi au formulaire web, puisqu'il est possible d'envoyer une demande par mail aussi, avec des objectifs aussi pour répondre rapidement, le plus rapidement possible, avec une réponse qui soit correcte. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Et puis le troisième enjeu aussi, on en parlait déjà, c'est d'avoir des informations qui sont compréhensibles, que ce soit sur le processus d'évaluation, à quoi m'attendre si je fais une demande de reconnaissance du handicap, mais aussi plus loin dans la procédure, à toutes les étapes de la procédure. Comment est-ce que je vais être évaluée, par qui, pourquoi est-ce que la décision qui a été prise, selon quels critères et quelle motivation, et puis comment s'explique aussi la décision administrative qui est prise derrière, comment est-ce que mon allocation est calculée, etc. par exemple. Et là, on a déjà fait beaucoup d'efforts, notamment on a vraiment cette ligne directrice de communiquer de la manière la plus inclusive possible. Donc si vous allez sur notre site internet, il y a une version en français facile à lire et à comprendre, mais aussi des vidéos en langue des signes pour permettre en fait d'avoir l'inclusion ou la portée la plus large possible. Mais aussi, on continue à travailler, à améliorer nos processus, les lettres qu'on envoie aux personnes en situation de handicap. On sait qu'elles ne sont pas toujours très compréhensibles, elles sont même parfois franchement incompréhensibles. Donc on travaille vraiment à améliorer les informations qu'on partage et qu'on communique avec les personnes en situation de handicap. Une réaction, Nicolas Marie ? Oui, juste pour ajouter un autre point positif au service phare, il faut quand même en donner. Est-ce qu'entre parenthèses, il y a des problèmes de call center ? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, le call center fonctionne à temps plein. Alors après, on aura toujours des personnes qui en voudront toujours plus, et ça, je peux le reconnaître, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Mais au niveau du call center, ça fonctionne. Non, je voulais juste souligner quand même, depuis 1 an, la mise en ligne du site handicap.brussels, qui est selon moi vraiment une belle réussite, qui a été majoritairement portée par la COCOF, mais en très bonne collaboration avec nos collègues d'Iriscare. C'est vraiment un projet commun. Je pense que c'est quand même assez rare pour le souligner, que les francophones et les bicommunautaires travaillent vraiment ensemble, au même titre que la Maison de l'Autisme d'ailleurs. Le site handicap.brussels se veut être un portail, un guichet unique pour les Bruxellois en situation de handicap. Et je pense que ce qui est fourni comme information est vraiment très très complet. Et au même titre que pour le site du SPF, il est traduit en FALC, il y a des petites capsules vidéo qui permettent d'avoir le contenu en langue des signes. Je pense qu'au niveau de l'inclusion et de l'accessibilité, on est pas mal. Voilà, je tenais juste à le souligner. Alors, c'est vrai, le site, c'est un chouette projet. Après, il y a d'autres projets sur lesquels on peut discuter, mais voilà. Comme je disais, au niveau de l'autisme, on a d'autres priorités que créer une maison de l'autisme. Voilà. Ça, c'était un choix politique. Parfois, effectivement, c'est dommage que les politiques ne soient pas autour de la table, parce que il y a cette maison de l'autisme qui va être créée, qui est déjà un projet qui fonctionne, mais qui deviendra un projet beaucoup plus gros. Je ne suis pas ici pour en faire la publicité pour le moment, mais nous sommes très déçus par les missions de cette maison de l'autisme. Nous attendions autre chose. Voilà. Et je pense que ce dont on a besoin, c'est de formation des professionnels, guidance parentale, c'est-à-dire suivre les parents dès le diagnostic d'autisme, leur donner les outils pour pouvoir faire progresser leurs enfants à la maison, pour pouvoir travailler en collaboration avec les professionnels et avoir effectivement des centres de prise en charge précoce, de stimulation précoce de ces enfants, parce que ce sont des enfants, et je peux en témoigner en ayant eu un enfant autiste sévère, ce sont des enfants qui, si on y met le paquet, souvent peuvent beaucoup progresser et être beaucoup plus autonomes à l'âge adulte que ceux que l'on voit aujourd'hui en institution. Et ça, je pense que c'est important. Donc, une maison de l'autisme comme lieu de rencontre, franchement, ce n'est pas une priorité pour nous. Alors, vous parlez justement tout à l'heure en filigrane des politiques, et c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que justement les personnes handicapées sont, disons, intégrées dans la réflexion sur les politiques publiques qui les concernent ? Est-ce qu'ils participent quelque part ? Si, elles le sont. Il y a des conseils consultatifs. Ce que j'allais dire, je trouve que, encore une fois, pour ma part, le conseil consultatif bruxellois francophone est vraiment une organisation qui fonctionne très bien, dans lesquelles existent des groupes de travail selon les besoins, sur proposition de ses membres. Il est très représentatif, il est très actif.
Alors, je ne suis pas pour me lancer des fleurs, parce qu'il fonctionnait très bien avant que j'arrive à la tête du service phare. Oui, tout à Mais fait. Madame Agoni, qui en fait partie, je pense qu'on Depuis pourra pas des dire années. le contraire. Depuis des années. C'est oui. vraiment un lieu d'échange, un lieu où on peut déposer, proposer. C'est un lieu où sont également communiquées les évaluations de l'administration. Quand, par exemple, on travaille sur le renouvellement d'un agrément d'une ASBL, le service inspection de la COCOF et le service qui agrée l'ASBL présente au conseil consultatif ses conclusions. Et il y a un vrai échange, il y a des vrais questionnements. Il y a des échanges de questionnements, mais concrètement, je pense que c'est très difficile d'influencer certaines politiques. Mais je suis souvent en désaccord dans certaines situations bien précises et bien particulières. Et depuis 20 ans que je suis en conseil consultatif, je vois que rien ne change par rapport à ce que je soulève. Donc c'est très bien de se dire qu'on est entendu, qu'on peut parler. Quant à parvenir à convaincre, je ne vais pas revenir toujours avec la question de l'autisme, mais à convaincre que certaines pratiques sont obsolètes, qui ne devraient pas être subsidiées, ça, je suis désolée, ça, le bas blesse. Hein. Et donc, au fait, service phare subsidie aujourd'hui, je suis désolée de le dire, des services qui ont des pratiques non conformes aux recommandations nationales et internationales de la prise en charge de l'autisme. Ça, c'est une réalité aussi. Et là, même si on m'écoute, il n'y a rien qui change. Bon, alors, je connais ce débat. On l'a déjà eu, ce débat avec Madame Agoni. Donc, il y a 2 points. Il y a déjà la maison de l'autisme, c'est vrai. Alors, je tiens quand même à préciser que la maison de l'autisme est en construction. Oui. Donc, c'est vrai que Madame Agoni soulève le point qu'une maison de l'autisme, uniquement pour de l'accueil, comme lieu de rencontre, c'est pas ce qu'on attend, etc., etc. J'entends parfaitement. Après, ce que je réponds à ça, c'est que, voilà, comme je viens de le dire, c'est un projet qui est en construction et qui a vraiment, vraiment un potentiel énorme et que c'est un vrai besoin au niveau des personnes autistes. Alors, il y a eu beaucoup de critiques à l'annonce du lancement de ce projet. Beaucoup de gens disaient, mais pourquoi pas une maison du handicap de manière générale ? Je pense que c'est bien de mettre en lumière l'autisme qui a quand même été mis de côté pendant très longtemps. Il y a de plus en plus de diagnostics, Madame Agoni, on a parlé tout à l'heure. Oui. Je pense qu'on doit se préparer justement à fournir un certain nombre de services aux personnes autistes. Voilà, une parenthèse un petit peu fermée. Il faudra construire les services plus que la maison. Voilà, on va élargir, parce qu'il y a l'autisme, mais il y a aussi d'autres pathologies. Oui. Alors, on va parler un petit peu, si vous voulez bien, parce qu'il y a aussi des administrations avec vous, nous parler un petit peu des frais administratifs que vous rencontrez peut-être souvent dans votre travail et qui empêchent certaines personnes d'avoir accès à leurs droits. Peut-être une réponse avec vous, Sophie Le Joly. Des freins administratifs. Oui. On essaie qu'ils soient les plus... Parce que dans toutes les administrations, il y a inévitablement des freins. Un dossier qui traîne, ou ça traîne en termes de timing. Bon, voilà, tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas simplement le SPF de toutes les administrations. Non, mais... Maintenant, je pense qu'il faut quand même nuancer. C'est vrai que nous, on a légalement... notre délai légal pour traiter les dossiers, c'est 6 mois. Oui. La loi nous dit, un dossier doit être traité dans les 6 mois. On y arrive en moyenne, sur la moyenne belge. C'est plus difficile, un peu plus difficile à Bruxelles. On est à 7 mois en moyenne de traitement de dossiers, avec un centre qui reçoit le plus de demandes aussi. C'est vraiment à Bruxelles qu'on voit le plus de personnes, qu'il y a le plus d'appels, le plus de dossiers qui rentrent. Il y a aussi des gens, en fait, on reste encore étiqueté vraiment l'administration centrale du handicap. Donc, on a des personnes qui viennent en dehors de Bruxelles, qui viennent aussi dans notre centre régional de reconnaissance du handicap. Donc, là, de nouveau, c'est un enjeu de communication, c'est d'orienter les personnes vers les bons endroits pour aussi réduire la pression sur les délais de traitement, par exemple, dans le centre de Bruxelles. Mais nous, c'est une démarche qu'on a, c'est d'être dans l'amélioration continue des processus. Donc, on a une équipe dédiée à la qualité qui examine à la fois là où ça coince dans le processus pour améliorer les endroits où ça coince. Et puis aussi, on est à l'écoute des bonnes pratiques dans les centres régionaux, donc pour voir ce qu'on peut
harmoniser et ce qu'on peut adopter qui fonctionne dans un centre, pouvoir l'adopter dans les autres centres régionaux. Donc voilà, effectivement, tout n'est pas parfait, mais enfin, il y a un vrai travail d'amélioration à la fois des délais de traitement, à la fois de la façon de traiter les personnes quand elles viennent en évaluation. Et c'est une réflexion qui est continue. Nicolas Marie ? Moi, en termes de freins administratifs, je vais être très pragmatique. C'est une histoire aussi de nombre de personnels disponibles. Comme on l'a déjà évoqué... Oui, on revient aux moyens. On en revient aux moyens. Alors, moi, Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat, d'accord, je ne pointe personne. En tout cas, chacun fait du mieux qu'il peut. Au niveau du service phare, on est quand même actuellement en train de réfléchir à une amélioration dans les procédures, les processus. En termes d'accueil, de ce que j'ai constaté, moi, de cette première année de mandat, c'est que vraiment, toutes les personnes, tous les agents du service phare sont pleinement concentrés sur la qualité du service rendu aux personnes en situation de handicap et aux ASBL. Après, voilà, les freins administratifs, j'ai envie de dire, c'est comme partout. Il suffit que j'ai quelqu'un qui soit malade pendant 3 mois et que je ne puisse pas le remplacer. Et malheureusement, on prend du retard. Alors après, voilà, là, on réfléchit dans les procédures de dire, mais pourquoi ça pèse que sur une seule personne? On pourrait éventuellement faire du transversal. Voilà, tout ça, c'est en cours. Voilà. Et puis, il y a aussi, évidemment, toute la réalité inhérente à l'administration publique. C'est que si on a besoin, je sais pas, d'un prestataire, il faut lancer un marché public et que ça prend du temps. Mais recruter, c'est à la ça prend fois... du temps, Tout semble prendre plus de temps, mais c'est aussi une question de responsabilisation et de compte rendu à la la société. On travaille pour le public. Avec de l'argent public. Avec de l'argent public. Et donc, on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est normal qu'il y ait des procédures aussi pour vérifier voilà. Que ce soit Je bien. pense que le message est passé. On va marquer une courte pause pour la troisième et dernière partie de votre émission Cash sur table. À tout de suite. 19h-20h, Cash sur table sur Arabelle. Et nous voilà dans la dernière ligne droite de votre émission Cash sur table. Je me tourne vers vous, Cynthia Agoni. Comment est-ce que vous mobilisez aujourd'hui les familles et la société civile? Est-ce qu'on vous écoute plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, puisque je pense que ça fait déjà... Je pense qu'il y a 20 ans, on ne savait même pas que le handicap de grande dépendance existait. C'est ce que le ministre de l'époque nous a dit. Donc, juste pour vous dire... Non, je pense qu'on a beaucoup sensibilisé. Il y a eu des avancées. Il y a eu des projets qui ont abouti suite, effectivement, à toute une série de mobilisations, de manifestations, etc. C'était nouveau. Maintenant, après 20 ans, ce n'est plus nouveau. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour nous faire écouter. Là, aujourd'hui, on a été au Parlement, notamment. On n'était pas beaucoup, mais tous les partis politiques sont montés pour nous parler et on va se retrouver le 3 octobre. Mais je pense que aujourd'hui, ce n'est plus un problème de sensibilisation. Maintenant, nous voulons des choses concrètes. Et au fait, ce que l'on nous apporte toujours, ce sont des excuses, des justifications, des excuses. Mais vous savez, il y a un vieux proverbe arabe qui dit « Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. » Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien que dont tout le monde se souvienne. Parce qu'on en a marre des excuses, des justifications. C'est pas moi, c'est l'autre. Vous savez, la lasagne institutionnelle belge, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Et on ne se met jamais d'accord. Mais il y a une co-responsabilité. Est-ce que la perception quand même du handicap dans l'espace public a quand même évolué au cours de ces dernières années? Oui, ça a évolué, pas que grâce au GAMP, ne nous donnons pas trop de fleurs non plus. Mais je pense qu'on a beaucoup travaillé, mais ça fait 20 ans. Et c'est vrai que le bilan, il n'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a vraiment un gap culturel. Il faut, par rapport à d'autres pays, notamment au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. On parlait d'accessibilité, c'est très bien d'avoir une chaise roulante, vous pouvez rouler avec une chaise roulante, mais si les trottoirs de Bruxelles ne sont pas accessibles, vous restez chez vous. Si vous n'avez pas un ascenseur ou que l'ascenseur est en panne, eh bien, ça va être compliqué de monter les escaliers avec une chaise roulante. Oui, Donc voilà, ce sont des exemples, mais c'est toute une politique globale. Je pense qu'il y a eu un plan fédéral handicap qui pouvait être intéressant, mais qui ne concernait que les politiques fédérales et pas les autres politiques. Donc, à nouveau, tout est morcelé. Alors, je me tourne vers vous à présent, Nicolas Marie, pour parler de leviers régionaux. Est-ce qu'il y en a pour favoriser justement l'autonomie des jeunes adultes porteurs de handicap?
Oui, il en existe. Après, on va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, les listes d'attente, les services d'accompagnement qui sont débordés, la rupture qui existe encore malgré tout entre, j'ai envie de dire, les enfants, enfin, l'enfance et l'âge adulte. On se retrouve quand même beaucoup avec de jeunes adultes sans solution parce que mal préparés. Quand je dis mal préparés, je ne jette pas du tout la pierre aux familles ou encore moins aux écoles spécialisées, mais voilà, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Il y a encore une marge de progression. Il existe bien évidemment une offre encore assez bien diversifiée, même si oui, on peut encore progresser, on peut encore proposer des services aux adultes qui sont davantage adaptés à tous les besoins qui sont présents dans le handicap. Mais voilà, pour le moment, on est encore un petit peu coincé à ce niveau-là. Alors, d'une manière plus générale, on tire tout doucement à la fin de l'émission. Est-ce que Bruxelles, qui est présentée comme capitale de l'Europe, est toujours et encore en retard ou en avance par rapport à d'autres capitales européennes en matière de politique de handicap? On en parlait tout à l'heure, Nicolas Marie, qu'il ne fallait pas faire nécessairement le distinguo entre différentes régions. Non, je pense qu'on doit comparer des pommes avec des pommes. La situation en Belgique est celle qu'elle est. La situation en France est une autre situation politique, une autre organisation. Je sais que Mme Agoni prend souvent l'exemple de la scolarité inclusive en Italie, mais voilà... Oui, ça fonctionne là-bas. Est-ce qu'on peut, comme ça, dupliquer un système d'un pays à un autre, alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes réalités, tant culturelles qu'économiques? Il ne faut pas non plus tout ramener à l'économie. L'inclusion scolaire est un grand sujet qui fait beaucoup de remous. Que ce soit les écoles spécialisées qui sont dépassées en termes de, qui ont des grosses listes d'attente aussi, qui correspondent pas toujours aux besoins des familles, parce que les familles, les besoins ont évolué, leurs attentes sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. L'inclusion en enseignement ordinaire, c'est très compliqué parce que les profs sont pas formés, ils sont tout seuls, avec classe de 30, avec 1-2 gamins, alors autistes ou pas autistes, troubles du comportement, pas de troubles du comportement, chaise, pas chaise. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. L'important, encore une fois, c'est d'évaluer l'offre, d'évaluer les besoins, mais de mettre en place les moyens derrière. Moi, je pense qu'il y a des modèles. Je pense qu'il y a des modèles qu'on pourrait étudier. Comme on a étudié le modèle anglais de l'accessibilité, on peut aussi étudier le modèle italien ou espagnol de l'inclusion scolaire. Et c'est sûr que ce n'est pas parfait partout. On est bien d'accord, parce que c'est toujours une question de moyens. Mais c'est sûr aussi que l'enseignement coûte moins cher en Italie. Que donc, il y a une plus grande rationalisation au niveau de... Enfin, il n'y a pas les réseaux comme ici en Belgique, donc c'est plus rationalisé. Tout est école publique. Après, évidemment, il y a aussi des écoles privées, mais que l'on paye. Peut-être 2 000 € par mois, mais voilà, ce n'est pas le problème de l'enseignement. Oui. Alors, si on doit retenir une priorité absolue pour les 5 prochaines années, quelle serait-elle? On fait rapidement un tour de table, peut-être avec vous, Sophie Le Joly. Nous, notre priorité maintenant, c'est de moderniser notre cadre, la loi qui régit les allocations aux personnes en situation de handicap, parce que cette loi, elle a 40 ans et qu'elle a été modifiée plein de fois en 40 ans, et donc elle est plus très lisible, elle est pas très compréhensible, elle est plus compréhensible. Et donc l'idée, c'est de la moderniser pour la rendre plus compréhensible et plus lisible. Et je pense que dans ce cadre-là, renforcer la coopération, la concertation avec les autres institutions, avec les autres instances, c'est primordial. Oui, il y a plusieurs choses. En interne, la simplification administrative, je crois, j'en ai parlé à plusieurs reprises, retravailler nos procédures de manière à offrir un service plus lisible et plus facile pour les personnes et les ASBL. Après, encore une fois, oui, le regroupement, j'ai envie de dire l'uniformisation, travailler davantage entre administrations de manière à ce qu'on propose des services cohérents, qu'on soit pas, on n'est pas opposé, mais voilà. Et une porte d'entrée. Une porte d'entrée commune. Après, le dernier point, je tiens quand même à le dire, même si ça ne m'appartient pas, mais le manque de place et le manque de moyens, c'est crucial. Ça résoudrait énormément de problèmes. 30 secondes. Je pense qu'on pourrait passer à un autre système de financement, et certainement la priorité est celle d'injecter davantage de moyens dans le handicap, qui pour moi reste quand même encore le parent pauvre de toutes les causes des personnes les plus fragiles. Voilà. Prendre le modèle de la Flandre, ça pourrait être intéressant au niveau de la subsidiation, changer le système de subsidiation et donner le pouvoir aux gens.
Donner le pouvoir aux gens. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée au handicap à Bruxelles. Un grand merci à nos 3 invités d'avoir partagé avec nous leur expertise, leur engagement, leur vision de l'inclusion. Nicolas Marie, directeur de l'administration phare, Cynthia Agoni du GAMP et Sophie Lejoly du service public fédéral sécurité sociale. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Point final à ce Cash sur table. Excellente soirée à l'écoute des programmes d'Arabelle.